Justement, ne peuvent pas se joindre à nous directement sur la plateforme Zoom. On est également en direct sur la page Facebook de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Alors, merci et bienvenue à tous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des conférences mémorables. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noa Bengayet, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir de vous présenter, d'animer, de modérer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, les conférences mémorables sont rendues disponibles grâce au financement d'Eli Lilly, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, la participation de Brain Exchange et de la Société Alzheimer du Canada. Alors, pour ceux qui nous joignent pour la première fois, donc quelques petites précisions techniques. Le son vous est procuré soit via votre ordinateur directement ou via la ligne téléphonique. Et puis, pour ceux qui sont sur notre page Facebook Live, à ce moment-là, c'est via votre audio. Effectivement, voilà. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, malheureusement, par le son du téléphone, n'hésitez pas à vous connecter via notre page Facebook pour avoir la conférence en direct. Donc, c'est une première pour nous tous. Alors, excusez s'il y a des petits bugs techniques. Je ne pourrais pas malheureusement répondre à tout, étant donné que je suis seule. Alors, mais bon, je vais faire de mon possible. Alors, donc, je vous disais, on va garder aussi les questions, la période de questions-réponses pour la fin, effectivement, pour garder la présentation la plus simple possible. Et puis, je me mets à votre disposition à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions, que ce soit via la plateforme Zoom ou via la page Facebook. Écoutez, je vais me présenter très brièvement. Ça fait maintenant près de 7 ans que je suis à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. J'ai commencé à la Fédération en 2013 après avoir en fait complété un doctorat en chimie organique de l'Université de Strasbourg en France et j'ai complété ma formation avec un postdoctoral à l'Université de Southampton en Angleterre. Donc tout ça, c'était en chimie. Et je suis arrivée au Québec en 2013 et tout de suite, j'ai commencé avec la Fédération. Depuis, je continue à œuvrer au sein de cet organisme qui me tient particulièrement à cœur de par l'ensemble des programmes et des services qui sont offerts à travers les sociétés Alzheimer, mais surtout pour accompagner les personnes qui en sont atteintes et les proches aidants. Donc, c'est pour ça que ces conférences, finalement, nous permettent d'avoir un lien plus privilégié avec vous. Et je suis ravie de pouvoir aujourd'hui m'entretenir avec vous comme ça de manière directe. C'est sûr qu'on a dû faire un changement au niveau de la thématique du webinaire de ce mois-ci, étant donné que pour ceux qui s'étaient déjà inscrits avant, c'était une autre thématique qui était proposée dans notre programmation, à savoir le plan Alzheimer et son implantation dans la région de Laval. On voulait montrer justement ce travail multidisciplinaire avec 2 professionnels de la santé en première ligne. Malheureusement, elles ont dû décliner notre offre en raison de la pandémie. Et donc, on s'est dit, on va finalement profiter de cette occasion-là pour déjà vous présenter un certain nombre de situations, en tous les cas de leçons apprises par rapport à l'effet que la pandémie COVID-19 a eu sur les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, les proches aidants et les professionnels de la santé. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aussi nombreux pour assister à ce webinaire et on va commencer tout de suite. Donc, comme je vous le disais en titre, le webinaire d'aujourd'hui vise vraiment à évaluer quel est l'impact de la COVID-19 sur les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, les personnes proches aidantes et les professionnels de la santé, dans un contexte où
très peu de recherche est disponible, étant donné que cette situation n'a été finalement déclenchée que depuis quelques mois. Donc, on est en mode apprentissage, solution, réaction en même temps. Ça ne s'est jamais vu et donc, ben, on apprend et on s'ajuste en même temps finalement qu'on développe des pratiques. Donc ça, c'est toute la difficulté aussi qui entoure la pandémie. Donc, si je commence tout brièvement d'abord avec la pandémie, c'est sûr que je veux dire, vous en avez entendu, c'est présent partout dans les médias, c'est quelque chose qu'on peut pas manquer ces dernières semaines. Donc, pour juste vous donner un certain nombre d'informations et peut-être des outils plus spécifiques par rapport à la pandémie et ce qu'on en sait actuellement. Donc, depuis, en fait, décembre 2019, l'alerte a été lancée par la Chine au niveau de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pour justement les informer d'un certain nombre de cas, donc de patients qui étaient atteints. Et ce n'est que le 7 janvier 2020 que une nouvelle famille de coronavirus a été finalement nommée. Les coronavirus existent déjà en fait chez les animaux et également chez les humains. La transmission d'humain à humain se fait de manière assez anecdotique jusqu'à présent. C'est surtout une transmission entre animaux et malheureusement, dans la situation qu'on vit actuellement, une transmission s'est faite entre un animal et un humain. Il faut dire que donc le SARS-CoV, qui est en fait responsable de la COVID-19, a été à ce moment-là décrit pour la première fois, mais d'autres coronavirus ont déjà été décrits en 2003 avec le SRAS et en 2012 également un autre type de coronavirus avait déjà été décrit à ce moment-là. Donc, depuis janvier, très vite, ça s'est accéléré à travers le monde. Et puis là, vous avez certainement suivi les évolutions, d'une part en Chine, les pays asiatiques. Par la suite, le virus s'est déplacé vers l'Europe. Et en février, donc à la fin du mois de février, le Québec a recensé le premier cas de COVID-19. Depuis, beaucoup de choses se sont déroulées avec d'une part la déclaration de l'état d'urgence le 13 mars 2020. Par la suite, les choses se sont très vite accélérées et là, je ne vous ai finalement retenu que quelques dates bien spécifiques pour l'objectif de ce webinaire, à savoir le 14 mars, l'interdiction des visites en CHSLD et malheureusement le 18 mars avec le premier décès enregistré au Québec. Alors actuellement, et ça c'est les derniers recensements qui datent donc d'hier, étant donné que vous le suivez certainement aussi comme une très grande partie de la population québécoise, le point de presse du Premier ministre Legault, du directeur de la santé publique et de la ministre de la Santé. Et donc les derniers chiffres donnent 33 417 personnes confirmées atteintes de la COVID-19. Malheureusement, près de 2400 décès. Plus de 6 000 personnes sont en hospitalisation. À cela s'ajoutent 218 personnes en soins intensifs. Et ça, vous êtes certainement très bien au courant de cela. Malheureusement, les CHSLD sont particulièrement touchés par la COVID-19 avec plus de 6 600 personnes atteintes dans plus de 270 résidences. Donc, vous pouvez également aller retrouver sur le site du gouvernement ou encore sur le site de l'INSPQ beaucoup plus de statistiques par rapport à la COVID-19 si cela vous intéresse. Alors, comment se fait la transmission? D'une part, d'une personne à une autre, mais c'est également par le contact avec des gouttelettes qui seraient présentes dans l'air, soit parce que la personne parle, qu'elle tousse ou qu'elle éternue. Et donc, ça rend forcément la propagation du virus beaucoup plus facile, ce qui explique un petit peu les chiffres que je vous ai présentés tantôt. La transmission, par contre, sur les surfaces et les objets contaminés est aussi possible, mais ce n'est pas le mode de transmission privilégié. Il y a par contre une possibilité de transmission via les selles et donc d'autant plus des mesures d'hygiène donc là à respecter.
Pour ce qui est des symptômes, alors il faut qu'il y ait un certain nombre de symptômes cliniques, donc que ce soit par une fièvre, avec notamment une augmentation de la valeur habituelle de plus d'1 degré, donc une fièvre constante également. C'est également par l'apparition et l'aggravation d'une toux, des difficultés respiratoires ou des pertes soudaines de l'odorat. Là, ça a été confirmé par rapport à la perte d'odorat, qui pourrait donc être un des symptômes de la COVID, et également une perte de goût. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre. Ils peuvent être légers et donc, à ce moment-là, les personnes peuvent penser que c'est un simple rhume. Et comme ils peuvent être très sévères, à ce moment-là, être associés à une pneumonie, à une insuffisance pulmonaire, respiratoire, d'où forcément les cas dans les soins intensifs. On sait actuellement également maintenant que les symptômes qui sont liés à la COVID-19 peuvent aggraver un certain nombre de fonctions au niveau de notre corps, que ce soit des fonctions donc pulmonaires, comme je viens de vous le citer, des fonctions rénales, mais également des fonctions neurologiques. Et ça, forcément, ça c'est dû aussi au nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, et donc forcément, on voit plus de symptômes, plus de spécificités qui permettent finalement de sortir ces conclusions-là. Pour ce qui est des mesures d'hygiène, je vais passer très rapidement à travers ces mesures parce que je suis sûre que vous les connaissez très bien. Donc, d'une part, c'est de respecter le confinement, de limiter ses déplacements, de se laver constamment, régulièrement les mains, de se couvrir le nez et la bouche. Ça a été finalement un objet de débat depuis le début de la crise. Est-ce qu'on doit ou non porter un masque? Et là, de plus en plus de voix se lèvent et finalement des pratiques au niveau de la santé publique qui vont en faveur du port du masque, surtout dans les endroits publics, et surtout, étant donné qu'on commence aussi un déconfinement, d'essayer d'éternuer dans son coude pour éviter justement la propagation des gouttelettes, et de respecter surtout cette distanciation sociale de 2 mètres. Pour ce qui est des facteurs de risque, c'est surtout les personnes de plus de 70 ans qui ont malheureusement le risque le plus élevé de décès. Également, les systèmes avec un système immunitaire affaibli, les personnes qui ont déjà des maladies telles que le diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires ou rénales. Et donc, là, le facteur de risque augmente pour ces personnes-là. Et malheureusement, les symptômes sont déjà présents 48 heures, non, plutôt la contagion est déjà présente 48 heures avant l'apparition des symptômes, d'où tout le débat autour des personnes asymptomatiques et comment est-ce qu'on peut les détecter. Pour le moment, il n'y a pas encore de traitement approuvé. Mais dans ce contexte justement d'urgence d'agir, il y a énormément de recherches cliniques qui a lieu à travers le monde, que ce soit sur des antiviraux déjà connus ou encore pour le développement d'un vaccin. Et là, je vous ai répertorié certains des essais cliniques qui sont en cours à travers le Québec ou le Canada, qui donc ont eu des approbations de Santé Canada ou qui sont en cours avec des avis de l'INES. Et déjà, un certain nombre de recommandations sont à faire pour plusieurs traitements qui sont donc préconisés ou en tous les cas étudiés dans le cadre de la COVID-19. Je vais surtout attirer votre attention sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Pour le moment, il n'y a pas de recommandation d'utiliser la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, qui est en fait utilisée avec l'azithromycine, donc une autre molécule, à moins que ce ne soit fait dans un contexte de recherche. Également, une autre étude qui se fait ici au Québec et qui a attiré énormément l'attention, c'est l'étude Colcorona, qui, elle, étudie donc la colchicine. Et là, plus de 6000 personnes ont été appelées à participer à cette étude. Pour le moment, il n'y a pas encore de résultats ou de données cliniques. Une autre étude également pour lesquelles des résultats préliminaires ont déjà été présentés
à savoir le Remdesivir. Vous avez peut-être entendu dans les médias cette annonce donc du directeur de la santé publique américain, le Dr Fauci, par rapport à des résultats préliminaires pour le Remdesivir. Mais pour le moment, il n'y a pas de recommandation de l'utiliser, encore une fois, dans un contexte hors recherche. Et c'est surtout pour des personnes qui sont donc COVID-19 plus et qui sont hospitalisées. Donc, c'est surtout dans ce contexte-là que l'utilisation de ces traitements est préconisée, sachant que, comme je vous disais, donc il y a deux types d'études qui sont en cours, soit des études de traitement, des études de prévention, ou encore le vaccin. Et donc, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, encore une fois, l'INES a mis sur pied, donc d'une part, toutes les recommandations par rapport à l'utilisation de ces différents traitements. Et donc, vous trouverez là le lien pour avoir plus d'informations. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport à le lien entre la COVID-19 et la maladie d'Alzheimer et comment ça affecte en fait les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif? Alors, je pensais qu'il était très important, d'une part, de vous présenter de manière assez brève les 10 signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer parce que c'est ce qui va également déterminer un certain nombre d'impacts que l'on connaît actuellement face à cette situation-là. D'une part, les signes précurseurs ou les symptômes associés à la maladie, c'est effectivement la perte de mémoire, mais c'est aussi des difficultés à exécuter les tâches familières et donc un impact direct sur la vie quotidienne, la vie au quotidien de la personne atteinte. C'est également une désorientation dans l'espace et dans le temps, un des symptômes qui est primordial dans la prise en charge des personnes dans un contexte de crise comme celui-ci. C'est aussi le jugement affaibli, c'est aussi des troubles de langage, et puis une autre série de signes, c'est des difficultés avec des notions abstraites, c'est aussi des changements d'humeur, des changements de personnalité, aussi une perte d'intérêt par rapport aux activités usuelles et c'est aussi malheureusement un changement de personnalité. Ces signes précurseurs ou ces symptômes, on ne va pas tous les retrouver chez une personne parce que la maladie d'Alzheimer évolue d'une part selon différents stades et surtout, elle évolue de manière totalement personnelle à chaque personne qui va vivre avec la maladie. Et donc, certaines personnes vont exprimer certains des symptômes, pas tous, d'autres qui vont avoir aucun symptôme de problème de personnalité ou de comportement. Donc, c'est pour ça que l'approche qui est préconisée à ce moment-là doit être personnalisée à la personne. Alors, comme je vous disais, d'entrée de jeu, il y a très peu de données probantes dans la littérature par rapport à l'impact que la COVID-19 a sur les personnes atteintes, mais déjà, les chercheurs se sont attelés à la tâche et c'est surtout des données qui proviennent de l'expérience chinoise. Et donc, avec une première publication à laquelle d'ailleurs a participé un des chercheurs québécois, le Dr Serge Gauthier, pour sortir un certain nombre de constats généraux par rapport à la situation de la COVID-19 auprès des personnes atteintes. Ce qu'il en sort, c'est que il n'y a pas de corrélation encore entre les facteurs de la COVID-19, les symptômes de la COVID-19 et un effet direct sur les fonctions cognitives. Ça, c'est le premier constat. Par contre, des changements au niveau du comportement, de même qu'au niveau de la santé mentale et psychologique des personnes ont été rapportés. Et le confinement, malheureusement, qui a été imposé aux personnes âgées, a eu un certain nombre de conséquences, que ce soit de l'isolement, que ce soit l'absence des proches qui sont primordiaux en fait pour une qualité de vie de la personne, ou encore les effets d'une diminution de la stimulation ont eu des impacts directs sur les personnes atteintes. Ces défis varient essentiellement beaucoup en fonction du milieu de vie de la personne et donc on va passer à travers ces différents milieux de vie. Alors, d'une part, à domicile, les défis que la personne va rencontrer sont certainement différents d'une personne en résidence ou d'une personne qui serait
à l'hôpital ou en soins intensifs. Et donc, ben, on va tout d'abord commencer avec les défis qui ont été répertoriés dans la littérature par rapport au domicile. Alors, la situation demeure très abstraite pour les personnes atteintes. Les conséquences sont directes. D'une part, elles sont liées aux mesures et aux restrictions qui ont été imposées. Donc, d'une part, les mesures d'hygiène qui sont à respecter, notamment le lavage des mains, par exemple, pour lesquelles une personne pourrait se demander, moi, je me suis levé ce matin, je me suis lavé les mains, pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse de manière aussi soutenue, régulière, répétée? Donc là, forcément, il y va y avoir des conséquences. La routine également de la personne est modifiée avec une perte de repères très importante. Les occasions de stimulation aussi sont amoindries et une des conséquences majeures finalement de la COVID, c'était la réduction du soutien à domicile, l'absence des visites des proches. Donc là, je ne fais pas référence aux proches aidants directs, mais plutôt de la famille élargie, des petits-enfants, des amis, des voisins qui avaient cette habitude d'aller rendre visite à la personne âgée qui malheureusement maintenant ne peuvent plus le faire. Et une des conséquences est forcément une perte de mémoire qui serait accélérée ou encore des difficultés face aux notions abstraites. Donc, ces conséquences vont certainement avoir des effets, notamment sur l'estime de soi de la personne, sur sa confiance à également effectuer certaines tâches. Et donc, ça va avoir un impact sur son autonomie. Et comme conséquence directe, c'est d'avoir moins d'interactions sociales, sachant que malheureusement, le réseau social qu'on a autour de nous ou son absence est un facteur de risque au développement de troubles neurocognitifs. Si maintenant on regarde aux différents défis qui peuvent se poser en résidence, alors d'une part, les résidences ont été très largement touchées par la COVID-19 avec un risque de contamination qui est très important. Très vite encore, les visites des proches ont été suspendues. Donc, les proches avaient un apport spécifique à la personne, encore une fois, pour améliorer sa qualité de vie. Et puis aussi, les proches prenaient le relais beaucoup sur les professionnels de la santé. Ces visites ont dû donc être arrêtées et donc, forcément, il y a des conséquences. Les personnes ont également mis en quarantaine ou isolées dans leur chambre. Il y a eu une grande modification au niveau de la routine des soins. Je ne vais pas passer à travers, malheureusement, des histoires qu'on a entendues dans les médias. Ce n'est pas le sujet de la présentation, mais la routine de soins en tant que telle a été perturbée. Il y a eu aussi forcément une diminution de l'interaction entre le personnel soignant et les résidents, mais c'est aussi le roulement du personnel soignant où de nouvelles personnes ont intégré les résidences et donc forcément la relation de confiance est à établir. Malheureusement, un autre défi, c'est la sous-stimulation. Les professionnels étaient occupés à d'autres tâches et donc la stimulation venait malheureusement en deuxième lieu. Et ce qu'on a vu comme conséquence directe, c'est l'aggravation des comportements et une surmédication, ce qui est malheureusement un retour en arrière, sachant que depuis maintenant 3 ans, le Québec a mis en place donc l'initiative Opus-AP pour l'utilisation appropriée des antipsychotiques en CHSLD. Et donc, là, on est en train de faire un pas en arrière où malheureusement la surmédication devient alors un problème. Maintenant, si on s'intéresse plus aux défis que rencontrent les hôpitaux, là, c'est une situation totalement différente. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient en résidence, qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19, ont très vite été maintenues en résidence avec donc un arrêt des déplacements vers les hôpitaux. Ça commence à changer maintenant, mais
il y avait des raisons valables derrière cette décision, à savoir que le transport pouvait être compromis. Il ne faut pas oublier que c'est des personnes âgées qui ont déjà énormément de pertes, que ce soit des pertes physiques ou des pertes cognitives. Et donc, le risque de complications était d'autant plus important pour eux. Il y a une désorientation. On sort une personne de son milieu de vie pour, d'une part, l'emmener en ambulance avec des personnes qui vont avoir des gestes techniques et on arrive dans un milieu dans lequel elle n'est pas du tout habituée, forcément, ça va avoir un effet sur la personne, avec notamment des épisodes de délirium qui sont associés à cette désorientation. Un autre également effet de cet arrêt de déplacement vers les hôpitaux, c'est justement l'aptitude ou l'inaptitude des personnes atteintes malheureusement à consentir aux soins. Et c'est surtout l'absence des proches dans tout ce processus-là, donc que ce soit en résidence ou dans les hôpitaux. En Italie, et là je vous donne une statistique importante à garder en tête, les troubles neurocognitifs ont été évalués comme une comorbidité. Près de 14,6% des patients qui sont décédés à la suite de la COVID-19. Donc ce n'est pas négligeable. En sachant que 80% des résidents en CHSLD sont également atteints d'un trouble neurocognitif, malheureusement l'impact sur cette clientèle-là est d'autant plus important. Alors, pour finir sur cette partie-là, les conséquences directes chez les personnes et qui ont été répertoriées notamment donc, dans cette étude chinoise, c'est d'une part le sentiment d'insécurité. Forcément, il y a comment dire, il y a une très grande insécurité par rapport au futur ou par rapport à un plan de déconfinement, par rapport à une deuxième vague, par rapport à tout ce qui pourrait finalement s'en venir suite à cette pandémie. C'est aussi un sentiment d'ennui très important auprès des personnes atteintes qui, que ce soit à domicile ou en résidence, de par l'absence de leurs proches, forcément, les possibilités de stimulation sont très minimes. C'est aussi toute cette perturbation au niveau de leur routine qui va avoir un impact direct sur la qualité et la fréquence de leur rythme de sommeil. On assiste déjà à des insomnies, à aussi une routine qui est perturbée avec peut-être un sommeil plus profond, où donc là, on va dormir plus durant la journée, ou au contraire, des insomnies durant la nuit, et donc il y a un débalancement au niveau du rythme de la personne. C'est aussi des problèmes de nutrition, de par l'absence de services à domicile ou encore malheureusement des situations plus critiques dans les CHSLD où là on voit des problèmes de nutrition, des problèmes d'hydratation ou encore des phénomènes où la personne va avoir un bec beaucoup plus sucré ou elle ne va pas s'alimenter de manière adéquate. Donc, plus de sucreries, plus de chips, plus de finalement d'aliments qui ne font pas sens là, dans un régime alimentaire équilibré. Et donc, ces conséquences vont forcément avoir un impact sur la confusion que les personnes vont ressentir, de l'anxiété, de l'agitation et donc forcément une plus faible collaboration, que ce soit avec la personne proche aidante ou avec les professionnels de la santé. Les risques également qui sont associés à ces différentes conséquences, c'est aussi la chute, la fracture, notamment reliée à la confusion ou à cette désorientation qui est générée par la situation. Et les symptômes directs de la COVID-19 peuvent également amplifier certains de ces symptômes-là. Là, je vous présente essentiellement la situation d'une personne à domicile ou en résidence qui a un accompagnement, quel que soit cet accompagnement, que ce soit par la présence d'approches aidants, encore une fois, ou par les professionnels de la santé. Mais il ne faut pas oublier toute la problématique et tous les défis que vivent les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur, qui sont en situation d'isolement, qui sont à la maison et qui malheureusement n'ont aucun proche
qui viennent leur rendre visite déjà avant la pandémie de manière régulière et donc forcément leur situation actuellement est d'autant plus aggravée. Alors, quoi mettre en place comme stratégie? Alors, c'est très important pour une personne atteinte de planifier. De planifier, c'est sûr que c'était très important au début et ça l'est encore maintenant. Que ce soit les déplacements pour aller chercher ses médicaments, pour faire justement les courses pour sa nourriture, avoir à portée de main le contact d'une personne à contacter en cas d'urgence, que ce soit pour elle ou pour justement les premiers répondants en cas de situation. C'est aussi de faire la différence entre ce qu'on prône comme mesure de santé publique, à savoir la distanciation sociale, versus l'isolement social que pourraient vivre les personnes atteintes. Et donc, d'où l'importance finalement de garder un contact privilégié avec les proches. Il y a énormément de solutions technologiques de communication qui permettent de garder ce maintien-là. Je vous en ai cité quelques-unes, mais le téléphone, ça fonctionne très bien aussi. Donc, il faut garder ce contact avec les proches parce que c'est aussi ce qui permet de rehausser le moral de la personne et donc c'est important de le maintenir. C'est d'autant plus important de maintenir cette routine. La routine de la personne atteinte à domicile est primordiale finalement pour maintenir les habiletés cognitives de la personne et sa capacité, son autonomie à finalement intervenir et à prendre encore certaines décisions. Ce qui est aussi important à maintenir, c'est la stimulation. Les partenaires, le milieu des arts, a été très créatif, que ce soit pour proposer des visites virtuelles de musées et donc dans le confort de son salon, d'avoir la possibilité d'aller visiter les musées du monde ou encore d'assister à des concerts de l'Orchestre symphonique de Montréal, ou encore, pour ne pas citer la plateforme Netflix qui a mis en place des films que l'on peut partager en famille. Donc, chacun est chez soi, mais on regarde la même chose. Donc, encore une fois, comment passer un moment de qualité avec les gens qu'on aime. C'est aussi d'avoir et de maintenir une hygiène physique, excusez-moi, donc d'avoir des activités physiques mises en place, donc que ce soit par du yoga sur chaise ou encore de faire un petit tour dans son jardin, sur sa terrasse, faire tout simplement quelques exercices simples au réveil quand on est encore sur son lit. C'est des petits gestes qui font la différence pour maintenir encore cette autonomie. Et puis, forcément, l'art, la musique, la lecture, la cuisine, le bricolage, le rangement, c'est autant de stratégies que vous pouvez mettre en place pour vous maintenir stimulé et surtout pour faire ce qui vous plaît. Parce qu'au final, c'est ça ce qui est important dans un contexte où on est confiné, où les occasions de sortir et d'entretenir des relations avec d'autres ou même de profiter de certaines activités grand public sont très limitées. Donc, comment est-ce qu'on peut amener tout ça à la maison? Et puis, il y a aussi les programmes de stimulation qui sont disponibles en ligne, donc des applications que vous pouvez télécharger, que ce soit sur votre téléphone ou votre iPad, pour justement, encore une fois, maintenir vos fonctions cognitives. Maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement aux proches aidants, les personnes proches aidantes, avant la pandémie, vivaient une situation de stress qui était 45% beaucoup plus importante que chez les proches aidants de personnes âgées qui prenaient soin d'une personne n'ayant pas de troubles neurocognitifs. Donc déjà, avant la pandémie, la situation émotionnelle, psychosociale, la détresse psychologique que pouvaient ressentir les proches aidants de personnes atteintes d'un trouble neurocognitif était déjà présente et beaucoup plus importante par rapport aux autres proches aidants, donc qui prenaient un soin une autre personne qui, elle, n'avait pas de trouble neurocognitif. Pour le moment, bien sûr, c'est encore une situation nouvelle pour nous, donc il faudra évaluer quel va être l'impact
de la pandémie COVID-19 auprès des proches aidants sur justement la détresse psychosociale. Alors, pour ce qui est excusez-moi, le proche aidant, lui, va vivre par contre des inquiétudes et des défis qui sont différents de la personne atteinte, forcément. Même si on les associe beaucoup ensemble en parlant par exemple de diade, mais les défis que rencontrent l'un et l'autre vont être différents. C'est d'une part cette incertitude, encore une fois, qui revient, que ce soit cette incertitude professionnelle. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi et donc forcément ça apporte une incertitude financière avec donc une baisse de revenus. Également une incertitude personnelle face à cette situation. Comment est-ce qu'on va prendre soin de notre proche qui est à domicile ou encore comment maintenir ce lien avec un proche qui serait en résidence. C'est aussi la crainte d'être contaminé. Cette crainte, elle est très présente pour soi-même, mais aussi pour le proche dont on prend soin. C'est aussi les inquiétudes qu'une personne peut avoir par rapport à un potentiel diagnostic. Et là, je ne parle pas d'un diagnostic donc, de COVID-19, mais plutôt un diagnostic de troubles neurocognitifs. Cette situation va en fait avoir certainement un impact auprès des personnes qui sont encore à domicile, qui présentaient peut-être déjà les premiers symptômes d'un trouble neurocognitif, mais qui n'ont pas encore de diagnostic établi. Et donc, c'est cette incertitude que le proche aidant va devoir gérer. Surtout que l'accessibilité à un médecin de famille, elle est très réduite actuellement. C'est aussi une incertitude face à un possible hébergement. Avant la crise, des personnes étaient dans un processus d'hébergement de la personne atteinte parce que la sécurité à domicile n'était pas peut-être optimale, parce que pour différentes raisons, et donc l'hébergement s'en venait. Mais la COVID-19, forcément, a changé tous ces plans et donc, il y a cette incertitude. Et c'est aussi pour les proches aidants qui ont un proche dans des résidences, c'est toute l'incertitude qui est liée au manque d'informations ou encore à des informations incomplètes ou encore au manque de communication avec les résidences qui forcément apporte encore une fois son lot de certitudes. Pour le proche aidant, forcément, ça devient une nouvelle réalité avec laquelle il doit maintenant avancer. Mais il ne faut pas oublier que le proche aidant, c'est la personne principale qui connaît peut-être le mieux la personne atteinte. Elle a dû maintenant faire face à un certain nombre de contraintes, que ce soit par la diminution ou l'absence des services à domicile. Un certain nombre d'entreprises d'économie sociale ont dû arrêter ou suspendre leurs services. Nous-mêmes, à la Société Alzheimer, un certain nombre de services ont dû être arrêtés, que ce soit les groupes de soutien, malheureusement, que ce soit le répit à domicile ou encore les activités de centre de jour. Et donc, forcément, c'est autant d'activités de répit, de soutien qui ne sont plus présentes pour le proche aidant et qui vont avoir un impact majeur par la suite sur leur détresse. Il y a eu des innovations. L'utilisation de la technologie a été plus que présente, notamment par les sociétés Alzheimer qui ont mis en place des groupes de soutien virtuels, qui ont surtout maintenu les consultations et les suivis téléphoniques avec les familles qui étaient déjà suivies par les sociétés Alzheimer. Et ce lien est important à garder. Il y a également d'autres alternatives qui ont été mises en place avec des lignes d'écoute. Donc, c'est autant de ressources auxquelles le proche aidant peut encore avoir recours, mais forcément, l'interaction et l'intervention vont être différentes. C'est aussi l'impact de l'absence de visite des proches et des amis au domicile de la personne. Le proche aidant pouvait compter certainement sur un réseau social qu'ils avaient créé autour de la personne pour encore une fois avoir du temps de répit, du temps de qualité.
Et malheureusement, cette situation amène à revoir les choses où, à ce moment-là, le rôle du proche aidant et la place du proche aidant devient d'autant plus importante. Alors, les conséquences de la COVID-19 sur le proche aidant sont encore une fois très importantes, que ce soit par une augmentation du niveau d'anxiété, donc la détresse psychologique qui s'installe. On commence déjà là depuis un certain nombre de semaines à l'entendre au téléphone avec des situations beaucoup plus critiques, des appels de détresse qui se font de plus en plus longs, de plus en plus douloureux pour les proches aidants. C'est aussi l'épuisement qui s'installe malheureusement, surtout que la situation dure, même si maintenant on voit un certain nombre d'ouvertures. Et donc, c'est aussi des situations qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer à domicile, avec forcément des proches aidants qui se sentent moins outillés pour accompagner leurs proches atteints. C'est aussi plus de difficultés avec les activités de la vie quotidienne, donc plus de problématiques au niveau des repas, au niveau des soins d'hygiène, au niveau de la communication, au niveau des approches de stimulation. Et donc, ce qu'il en résulte, c'est un sentiment de colère, un sentiment de frustration, d'incompréhension, de ne pas être entendu, qui, lui, devient de plus en plus grandissant. Et enfin, c'est les deuils. C'est les deuils que le proche aidant doit faire, non seulement face à la maladie, c'est des petits deuils qui se font petit à petit au fur et à mesure que malheureusement la personne évolue dans son déclin cognitif, mais c'est aussi les deuils qui sont liés à la COVID-19 avec des situations déchirantes qu'on a pu entendre parce que les personnes n'ont pas pu accompagner leurs êtres chers à la fin. Et donc, tout le processus de deuil est difficile dans ces circonstances-là pour que la personne puisse surmonter cette épreuve. Alors, des stratégies, là, je vous en propose quelques-unes. Tout d'abord, à domicile, c'est important, puis là, je pense on l'a assez répété, là, de respecter les directives de la santé publique. C'est important, notamment pour diminuer la contamination et la propagation du virus. C'est aussi de demander de l'aide autant que possible aux membres de la famille, aux amis, que ce soit pour aller chercher des médicaments, que ce soit pour faire les courses, autant d'occasions finalement où tout ne doit pas reposer sur vos épaules. Alors, profitez de cette occasion-là pour aussi faire appel à des gens autour de vous. Le sentiment de solidarité est plus que présent actuellement. Alors, n'hésitez pas à en profiter. Je pense que c'est le moment. Aussi, n'hésitez pas à contacter votre société Alzheimer. Comme je vous disais tantôt, il y a des ressources qui sont disponibles. Les intervenantes familiales sont là pour vous écouter, vous épauler, vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à y faire appel. Et puis, c'est aussi une manière, malheureusement, de voir les choses autrement. Ce temps de pause qui nous a été imposé, ou accordé, selon votre opinion, c'est aussi un moment à prendre pour réfléchir à quelles sont nos valeurs, quelles sont nos priorités dans la vie. Et puis, c'est aussi de profiter du moment présent qu'on a avec la personne atteinte. C'est un moment privilégié qu'on a pour peut-être faire des choses qu'on ne pensait pas faire. C'est aussi d'avoir un contact privilégié avec cette personne-là et renouer aussi une intimité, une relation qui peut-être était perdue en raison de plusieurs facteurs externes de notre vie de tous les jours et de notre rythme de vie. En résidence aussi, des stratégies, puis là, je pense que c'est important, je pense que je l'ai assez dit depuis le début, de maintenir ce lien affectif que vous avez avec votre proche en résidence. Et puis encore une fois, les moyens de communication sont là pour vous aider. On a eu hier l'annonce de la ministre des aînés et des proches aidants, que les proches aidants maintenant seront accueillis dans les résidences, dans les CHSLD, et c'est l'exception qui ne le sera pas. Donc voilà, pour ceux qui justement se font du sort pour leurs proches, n'hésitez pas à utiliser cette occasion-là pour aller revoir votre proche et surtout
rétablir cette relation que vous aviez avant la pandémie. Et puis aussi, occupez-vous pour bien accompagner votre proche. C'est important de se sentir bien physiquement, mais également mentalement. Donc, pratiquez des exercices, que ce soit seul ou avec votre proche, de la relaxation, de la méditation. Et puis, aussi, faites des activités culinaires, des musicales ou artistiques. Encore une fois, des opportunités, des occasions qui s'offrent à vous pour avoir encore une fois ce moment privilégié avec votre proche et aussi de prendre soin de vous. Alors, pour ce qui est maintenant des professionnels de la santé, la situation a été vraiment très difficile au début et elle l'est encore. Alors, très vite, le 811 a été très vite submergé par le nombre d'appels de personnes qui sollicitaient donc, ou qui tout simplement demandaient à avoir des confirmations par rapport aux symptômes qu'elles vivaient. C'était aussi toute la problématique entourant la pénurie de matériel de protection, les respirateurs, les réactifs qui étaient utilisés et nécessaires pour les tests de dépistage. Donc forcément, ça a augmenté le niveau d'anxiété auprès des professionnels. Et puis, c'est également cette capacité à tester qui a été mise à dure épreuve au début de la pandémie, avec un certain nombre de tests qui n'étaient pas disponibles et donc forcément cette capacité à tester un grand nombre de personnes, chose qui a très vite été rectifiée. Et puis aussi, les hôpitaux ont dû faire preuve de créativité et répondre à cette demande grandissante par notamment la mise en place d'unités de dépistage mobiles ou encore des unités à l'extérieur des hôpitaux pour justement protéger l'hôpital en créant donc des zones rouges à l'extérieur. Et puis, c'était aussi toute la question de réaménagement des soins intensifs qui a été finalement comment dire, une pratique importante pour que la situation dans les hôpitaux, notamment, soit sous contrôle. Par contre, la situation dans les CHSLD, malheureusement, c'était une toute autre réalité, notamment parce que très vite, il y a eu une directive ministérielle pour garder les résidents qui étaient donc COVID-19 positifs en résidence. Et donc, forcément, le taux de contamination a été très rapidement très élevé. Il ne faut pas oublier non plus qu'en début de pandémie, on était dans une situation très ambivalente. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les CHSLD ont été forcément très touchés par la COVID. C'est pas le but, encore une fois, ici de le présenter. Je pourrais répondre à vos questions par la suite, mais il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont mené à cette situation hors de contrôle, notamment l'interdiction de visite des proches, la fermeture des aires communes, où donc là, forcément, les personnes étaient en confinement. C'est des mesures de protection qui ont tardé à venir. Et puis, c'est l'éclosion très rapide que l'on a tous remarqué dans les CHSLD et dans les résidences, avec malheureusement un nombre de décès très important parmi une clientèle qui est déjà très vulnérable. Un autre facteur, c'est forcément le nombre d'intervenants qui étaient malheureusement en quantité insuffisante pour répondre à toutes ces problématiques-là. Alors, l'impact a été direct chez les professionnels de la santé. Donc, tout d'abord, n'importe qui aurait réagi de la même manière, avec un sentiment de panique, sentiment également de détresse psychologique, de ressentir très rapidement un épuisement, de ressentir de l'anxiété, de la solitude parce qu'il y avait ce sentiment d'abandon également, de se sentir seul face à une situation qui était incontrôlable et pour lesquelles aucune mesure concrète n'était mise au profit des professionnels de la santé. C'était également de se sentir impuissant, que malgré tous les efforts, malgré toute la bonne volonté que l'on pouvait avoir pour accompagner ces personnes, la situation ne s'améliorait pas. Et donc, ça a généré aussi de la colère chez beaucoup de professionnels de la santé qui ont pu s'exprimer sur différentes tribunes pour exprimer cette colère et
désapprobation par rapport à la gestion de la crise. Et avec tout ça, il ne faut pas non plus oublier qu'il faut encore continuer à avoir une vie à l'extérieur de la résidence ou du CHSLD dans lequel on œuvre, avec forcément des défis très importants pour la conciliation famille-travail, avec notamment surtout des professionnels de la santé qui sont essentiellement de la gente féminine et donc qui ont aussi des enfants à domicile et dont toute cette dynamique-là a été perturbée comme un impact à ce moment-là indirect de la COVID. Alors, certaines stratégies pour vous guider dans ce cheminement. Alors, tout d'abord, c'est vraiment l'information. L'information, elle est la clé. Elle est la clé, que ce soit avec les résidents, en leur donnant donc des consignes claires par rapport aux règles à respecter à l'intérieur de la résidence, avec également une signalisation adaptée, que ce soit pour donc les personnes atteintes qui, elles, sont sans COVID-19 versus les personnes qui, elles, sont en mode confinement. Également, de maintenir ce lien de communication avec les familles, avec les proches aidants et de les maintenir au courant de la situation au fur et à mesure que les changements apparaissent. C'est aussi d'avoir toute cette réorganisation au niveau de vos unités pour réduire la contamination. Malheureusement, on entendait encore des protocoles qui n'étaient pas suivis avec l'absence, par exemple, de zones rouges pour justement isoler les personnes COVID-19+. Et puis, c'est vraiment d'organiser les tâches entre les différents membres de l'équipe, que les tâches soient bien définies, bien comprises par le professionnel soignant pour éviter des confusions et éviter à avoir à intervenir plusieurs fois auprès d'une personne qui peut-être a déjà mangé ou qui on pensait qu'on lui a déjà changé sa couche alors que ça n'a pas été fait. Donc, d'avoir cette communication encore une fois claire entre les membres de l'équipe. Et puis, c'est de maintenir la routine autant que vous pouvez, parce que ça va être la clé par la suite, non seulement pour votre santé physique à vous, physique et mentale, mais aussi pour le bien-être de vos clients et de vos résidents. Soyez créatifs, enfin. L'histoire de vie de la personne, elle vous apporte autant d'informations pour accompagner et interagir avec la personne atteinte. Donc, si vous n'en avez pas une, c'est important que vous la mettiez en place. Et si vous en avez déjà une, référez-vous de manière assez soutenue à l'histoire de vie de la personne, surtout maintenant dans un contexte où justement beaucoup de personnel de santé nouveaux pour lesquels finalement un CHSLD ou un résidence n'était pas leur lieu de travail et donc vont être amenés à interagir avec ces personnes, à ce moment-là, de les amener à utiliser l'histoire de vie de la personne et de la mettre en place. Encore une fois, maintenez le lien avec le proche aidant, impliquez la famille pour qu'elle soit au courant finalement de vos stratégies, de vos protocoles aussi, autant que possible, bien sûr dans la mesure de ce que vous pouvez partager avec eux, mais aussi pour que ce niveau de confiance soit encore là après la crise. Et puis, forcément, continuer à stimuler vos résidents. Je pense que c'est la clé pour maintenir ces personnes et pour les valoriser dans leur dignité et dans leur autonomie. Et enfin, soyez à l'écoute de vos résidents, mais aussi de vous-même. Ne vous laissez pas submerger par la situation. De l'aide existe. Et donc, c'est important que vous ayez accès à cette aide pour continuer à soutenir votre clientèle. Alors, pour résumer, c'est une situation sans précédent que l'on vit actuellement. Des apprentissages vont certainement devoir se faire par la suite, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes atteintes ou encore pour les structures et le modèle des CHSLD et des résidences. Il va également devoir avoir une évaluation de l'impact financier, émotionnel, cognitif
sur les personnes atteintes, les proches aidants et par ricochet sur les professionnels de la santé. Et enfin, et ça c'est déjà en cours, d'avoir une réflexion collective sur les conditions de vie de nos aînés dans les résidences, mais aussi à domicile, parce que c'est aussi un enjeu. Si on veut maintenir les gens le plus longtemps à domicile, il faudra aussi avoir cette réflexion-là. Alors, si vous désirez avoir plus d'informations ou encore du mentorat ou du coaching avec les équipes de la Société Alzheimer, surtout n'hésitez pas à nous écrire à info-alzheimerquebec.ca, à consulter notre site web. Il y a une manne d'informations qui vous est rendue disponible, donc surtout n'hésitez pas à vous y référer. Et puis, bah, surtout, si vous avez besoin d'un soutien psychologique, tout simplement de nous appeler, de nous dire comment ça va. N'hésitez pas à appeler votre société Alzheimer régionale ou encore à nous joindre au niveau de la fédération au 1-888 mémoire. Et puis, j'aimerais vous dire, finir par en vous disant tout simplement merci d'avoir répondu aussi présent au webinaire d'aujourd'hui. Et puis, surtout, que ça va bien aller. Voilà. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vois déjà qu'il y en a deux. Alors, y a-t-il un risque de délirium pour l'aîné isolé et quelles sont les séquelles permanentes ou temporaires? Alors, le risque de délirium a surtout été répertorié dans des situations où la personne a été transportée ou déplacée vers les hôpitaux. Le délirium, c'est malheureusement un risque qui est déjà très présent en dehors d'une situation de crise comme celle que l'on vit. C'est déjà un facteur de risque très important dans les milieux hospitaliers parce que ce n'est pas adapté pour une personne atteinte. Et donc, forcément, il peut y avoir des séquelles permanentes ou temporaires avec notamment un déclin cognitif qui va être accéléré. Alors, est-ce que la présentation sera disponible en format PDF? Oui, tout à fait. Et également, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, donc vous aurez par la suite accès à l'enregistrement et à la présentation par la suite. Alors, n'hésitez pas à utiliser soit la boîte de dialogue ou la fenêtre de questions-réponses. Alors, merci pour vos commentaires. Parfait. OK. Alors, une autre question. Donc, mon père est atteint de la maladie et excusez-moi, donc je fais plusieurs choses en même temps. Il est en déni total de la COVID. Effectivement, malheureusement, ça l'est encore chez certaines personnes âgées. Puis ça, vous l'avez peut-être entendu justement dans des reportages où les personnes âgées se sont senties, comment dire, non concernées par la situation ou encore qu'elles amoindrissaient les conséquences de la COVID pour elles, tout simplement en se disant, moi j'ai vécu ma vie, j'en ai vu pire que ça, et donc c'est pas un virus qui va me faire peur. Alors oui, effectivement, que le gouvernement exagère, que ça ne sert à rien d'être confiné, de se laver les mains. Alors, comment le convaincre? Donc, d'une part, c'est sûr qu'il peut y avoir ce déni ou encore cette colère ou cette incompréhension par rapport à la situation. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est en fait de l'accompagner dans le lavage des mains, par exemple. C'est aussi le confinement ou encore l'absence de visite pour les personnes atteintes. Il a été recommandé
par la santé publique parce que c'est des personnes qui sont à la base vulnérables. Au-delà d'être atteintes d'un trouble neurocognitif, ben, il y a aussi d'autres comorbidités. Il y a peut-être du diabète, il y a peut-être de l'hypertension, il y a peut-être également des antécédents d'AVC ou encore des maladies pulmonaires. Et donc, le but était vraiment de protéger cette population-là parce qu'on savait des autres pays qui ont vécu cette situation avant nous que malheureusement, le taux de décès était beaucoup plus important. Mais pour une personne qui, je dirais, qui n'aurait pas de conditions sous-jacentes, elle peut encore, bien sûr, sortir, faire le tour de son quartier avec un accompagnement. Donc, si vous êtes à deux, vous vivez déjà ensemble, rien ne vous empêche de faire votre petite marche autour de votre maison, ne pas excéder une heure, de respecter la distanciation sociale avec d'autres personnes que vous pourrez rencontrer sur votre chemin et d'avoir quand même un minimum de normalité dans cette situation extraordinaire. Mais c'est sûr que c'est normal qu'ils ressentent ce déni-là parce que c'est aussi lié à, d'une part, une incompréhension, mais aussi, c'est très abstrait, un virus, là, et puis on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais malheureusement, les conséquences sont ravageuses. Une autre question. Alors, donc, un CHSLD qui interdit encore les visites à compter de lundi le 11 mars, le 11 mai, pardon. Alors, malheureusement, il y a une directive claire de la part du ministère que les proches aidants, qui étaient déjà connus d'un CHSLD, donc une personne qui avait cette habitude de venir rendre visite à un résident, devait être acceptés dans le CHSLD. Et c'est uniquement donc les personnes donc, de la famille élargie qui, elles, étaient refusées. Donc, il y avait un protocole, il y a un formulaire de consentement que le CHSLD doit faire signer par le proche aidant. Le proche aidant doit également respecter les mesures d'hygiène, de distanciation sociale à l'intérieur du CHSLD, mais en aucun cas, le refus de visite d'un proche aidant ne devait se faire. Maintenant, il y a eu un changement depuis hier où tous les proches aidants pourront maintenant venir en CHSLD et ce n'est que l'exception qui ne sera pas, admise, notamment une personne qui aurait donc des symptômes de la COVID-19 ou encore une personne qui a été en contact avec une personne qui est contaminée. Donc là, maintenant, il n'y aura plus aucune raison pour un CHSLD de refuser un proche aidant de venir voir son proche. Et puis là, vraiment, référez-vous à la directive ministérielle pour que ce soit appliqué dans votre CHSLD. Alors, une grande question, quand est-ce que le répit va recommencer? Malheureusement, pour le moment, on se prépare parce que forcément, il faut avoir des protocoles pour pouvoir, d'une part, intervenir à domicile. Le répit à domicile a été, pour ce qui est des sociétés Alzheimer, là, je ne parlerai pas pour les autres organismes, mais pour ce qui est du répit à domicile, il a été maintenu dans les situations d'urgence et avec une communication avec les unités SAPA pour justement, dans la situation où une personne était en situation critique de vulnérabilité, de quand même intervenir parce que forcément, il en allait de la santé physique, mentale de la personne atteinte et du proche aidant. Donc, maintenant, de là à dire que le répit va reprendre demain, ce n'est certainement pas le cas. Il faudra encore voir comment les choses vont évoluer et puis surtout se préparer, avoir des protocoles bien clairs, non seulement pour protéger les intervenants, pour qu'elles ne deviennent pas, elles, infectées, et donc forcément, on n'aura rien gagné vu qu'on ne pourra pas intervenir, mais aussi pour ne pas agir comme vecteur de contamination et de propagation du virus, surtout chez une clientèle, encore une fois, qui est très vulnérable. Mais certainement, dès que ça va reprendre, vous le saurez, que ce soit via une communication de la fédération ou via les sociétés Alzheimer. Alors, une autre question. Serez-vous impliqué dans le développement du projet de la Maison des aînés?
Est-ce que le modèle de maison des aînés sera vraiment adapté aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs et à leurs proches aidants? Euh, Effectivement, donc depuis, c'était un engagement du gouvernement que de mettre en place donc de nouvelles structures, à savoir les maisons des aînés, pour pallier, à la structure ou en tous les cas au modèle des CHSLD. La pandémie a amené le gouvernement à vouloir accélérer l'implantation des maisons des aînés qui vont en fait être des maisons plus petites, donc jusqu'à 12 résidents. En somme, on est en faveur des maisons des aînés parce que c'est le modèle qui est préconisé par les sociétés Alzheimer, c'est le modèle qui est suivi par les 4 sociétés Alzheimer qui offrent de l'hébergement. Et donc, ben, forcément, c'est cette organisation, cette proximité avec la personne atteinte qui fait que on peut avoir une approche centrée sur la personne, on peut avoir des soins adaptés, on peut avoir un accompagnement et une présence des familles dans un contexte familial. C'est comme si on était à la maison. Maintenant, il ne faudrait pas que les maisons des aînés deviennent une alternative à tout ce qui est manquement dans les CHSLD. Malheureusement, les CHSLD maintenant sont devenus des structures désuètes qui ne répondent pas aux besoins des personnes atteintes. Et là, je parlerai spécifiquement des personnes atteintes de troubles neurocognitifs, vu que c'est la grande majorité des personnes qui sont en CHSLD. Et donc, ces structures où c'est des étages, où on a plus de 400 personnes, où c'est des unités protégées, où l'interaction et la stimulation, le milieu de vie n'est pas offert aux résidents, ce sont des structures qui malheureusement ne sont pas favorisées. Et donc, oui, il y avait, au-delà des maisons des aînés, il y avait cette possibilité de restructurer, réorganiser, peut-être comment dire, rénover également les CHSLD, mais je pense que la maison des aînés, à elle seule, ne peuvent pas répondre à tous les défis d'hébergement, de l'hébergement particulièrement, parce que c'est un nombre de places limité, c'est un coût très important pour les familles et pour la personne atteinte, et donc il ne faudrait pas créer un système à deux mesures où ben, ceux qui auront les moyens pourront s'offrir une maison des aînés et ceux qui ne le pourront pas devront se contenter d'un CHSLD. OK. Alors, avez-vous des idées d'activités ou des liens pour des activités de stimulation pour aider les personnes atteintes et les proches aidants? Alors, comme je vous l'ai dit, là, des idées d'activités, en fait, il faut vraiment y aller avec ce que la personne aime. Quels sont les intérêts de la personne? Aussi, est-ce que c'est une femme ou un homme? C'est différent. Il faut y aller aussi avec ce qui fait du sens, ce qui fait du sens pour elle et non pas pour vous. C'est pas parce que, par exemple, vous aimez faire des casse-têtes que la personne atteinte doit le faire avec vous. Si on décide d'aller là, parce que ça lui tente bien, à ce moment-là, il faut que l'activité aussi soit adaptée. Donc, allez-y avec les goûts et les préférences de la personne et surtout favoriser son estime de soi. Par exemple, si nos personnes âgées adorent, et surtout les femmes, elles adorent faire de la cuisine. C'était elles qui étaient en charge de nourrir la famille. Et donc, c'est certainement elles qui avaient l'habitude de préparer les repas et les tablés et de prendre soin de nous pour ce qui est de l'alimentation. Donc, maintenant, forcément, les capacités sont peut-être réduites. Donc, ne pas lui dire, par exemple, non, 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 maman, c'est pas la peine, là, fais pas ça, ou tu sais pas faire. Au contraire, vous avez, en faisant de la cuisine, un certain nombre de tâches à exécuter. Si, par exemple, vous avez à couper des légumes, elle peut toujours le faire. Couper des tomates sous supervision, en accompagnant le geste au besoin, mais il faut les laisser faire ce dont ils ont envie de faire en les accompagnant et en montrant peut-être également le geste pour que ce soit toujours sécuritaire pour la personne. Donc, si par exemple, vous êtes en train de préparer le dîner, mais il y a la table à mettre,
Donc, à ce moment-là, la personne atteinte pourrait, elle, être en charge de la table. Elle va mettre les plats, elle va mettre les verres, les fourchettes, les cuillères, mais je veux dire, toujours avec un accompagnement. Vous aurez peut-être à passer derrière parce que tout est tout croche là, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que la personne a fait cette tâche et surtout qu'elle en a ressenti un bien-être parce que vous, par la suite, vous l'avez encouragé, vous l'avez félicité. Donc, c'est vraiment cette approche-là qu'il faut avoir. Pour ce qui est encore des activités de stimulation, je pense que je vous en ai donné quelques-unes, donc que ce soit l'art-thérapie, utiliser la musique aussi pour tout simplement pour chanter ensemble, pour danser ensemble, utiliser aussi la musique pour avoir une conversation ou pour enclencher une communication avec la personne. C'est autant finalement de techniques que vous avez pour entrer en contact et maintenir cette communication avec la personne atteinte. Alors, pour avoir de l'aide en ligne, si vous pouviez juste, OK, peut-être que des activités peut-être en ligne, est-ce que c'est plus de cela dont vous aimeriez avoir des si vous pouviez juste préciser de l'aide en ligne. Pour le moment, donc, il y a les groupes de soutien qui reprennent de manière virtuelle avec les familles et les sociétés Alzheimer. Donc, là aussi, ça va être autant de stratégies qui seront communiquées à ce moment-là. OK. Est-ce que… parfait. Donc, vous êtes encore là, alors je profite de cette occasion-là pour vous dire à tous merci. Et puis aussi, si vous avez vraiment des questions ou s'il y a quelque chose à laquelle je n'ai pas répondu, à nous écrire. Et puis, ça me fera un plaisir, en fait, de vous recontacter par la suite. Et puis, je tiens vraiment à vous remercier tous. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et donc, le prochain webinaire des conférences mémorables donc, aura lieu en juin. On va voir si on va pouvoir le présenter, mais normalement, il n'y aura pas aucun problème. Il sera présenté par Dr Suzanne Gilbert, donc, qui est pharmacienne à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, associée à l'Université de Montréal, et qui va nous entretenir sur la médication. Donc auprès des personnes. C'est d'autant plus important que dans un contexte où peut-être l'utilisation des antipsychotiques, des benzodiazépines aurait pris de plus belle et donc de faire la part des choses face à cette situation. Alors, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui avec nous. Vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire, de même qu'une courte évaluation. Si vous pouviez déjà y répondre, ça nous fera très plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire du mois de juin. Entre-temps, je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Et puis surtout, je vous fais de gros câlins virtuels jusqu'à vous voir et puis ça va bien aller. Merci à tous.